Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique, un rendez-vous hebdomadaire chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole le dimanche soir à 7h. On reprend l'émission le mercredi matin après le point et samedi après-midi à 2h. Il sera disponible sur YouTube quand vous voulez. Mathieu est un choc économique majeur dont les effets négatifs vont prendre du temps à s'effacer. La vie économique ne peut reprendre si le problème est abordé fermement et sérieusement à bras-le-corps. Il est à espérer et à souhaiter que nos dirigeants présents et futurs vont s'y atteler et dégager des solutions haïtiennes en toute transparence. C'est la conclusion du texte de Mme Kathleen Dorsainville, doctorant en économie. Merci d'avoir répondu à l'invitation, Kathleen. Merci, Christian, de m'avoir invité. La conclusion du texte, ça dit tout? Oui, je pense qu'il faut beaucoup insister sur le fait que nous avons là un choc majeur. C'est très important et pour l'avenir de ce pays, l'avenir économique de ce pays, il faut que nous prenions des solutions à bras-le-corps, comme j'ai dit. Les chiffres parlent, ça fait près de 2 milliards de dollars américains de pertes et dommages dans le Grand Sud et quelques autres départements. Nous parlons de près de 41% pour l'agriculture, nous parlons de 40% au niveau social, des secteurs sociaux, 500 morts et 175 000 personnes déplacées, 1,4 million de personnes en situation humanitaire. Donc ce n'est pas seulement économique, c'est socio-économique, on pourrait dire. C'est ça. Mais bon, je suis économiste de formation, donc j'apporte mon input, disons, économique. Mais c'est sûr qu'il s'agit d'un problème global qu'il nous faut prendre à bras-le-corps. Et ça rappelle beaucoup, en dimension moindre, peut-être le séisme que nous avons connu en 2010. Et un petit peu l'objet de mon article, c'est vu l'expérience que nous avons eue avec l'après-séisme, je souhaiterais que nous ne rentrions pas dans les mêmes erreurs, qu'on prenne conscience qu'il s'agit d'un problème, nous avons un problème majeur sur les bras et qu'il nous faut trouver des solutions majeures, décisives pour remettre cette économie sur des rails. Pensez-vous que les dirigeants haïtiens ainsi que, entre guillemets, les tuteurs internationaux, la mémoire courte, vous avez dû leur rappeler, attention, on a commis des erreurs, il faudra voir le problème différemment, il faudra avoir d'autres perspectives? Bon, nous allons être optimistes. Pour le moment, mais on est quand même un mois. Et quand on voit ce qui se passe, certaines déclarations, certaines réactions, on peut être préoccupé, tout en étant... on est optimiste, mais on est préoccupé. Par exemple, nous avons des chiffres d'aide des pays amis qui nous disent qu'ils vont venir intervenir. Moi, l'un des objectifs de cet article, c'était de rappeler qu'il nous faut des solutions haïtiennes. Et nous avons, en 2010, par exemple, 2012, ensuite, nous avons des plans de développement. Donc, nos solutions haïtiennes doivent rentrer dans une vision à long terme, dans une vision court terme, long terme pour ce pays. Et donc, les dirigeants, c'est aux dirigeants, mais c'est aussi à nous, société civile, à leur rappeler qu'on ne peut pas faire du n'importe quoi. La bonne volonté ne suffit pas. Est-ce que vous sentez une certaine timidité de la part de la communauté internationale? C'est peut-être à cause de l'expérience du post-séisme 2010? Bon, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a le post-séisme 2010 qui n'a pas finalement eu les effets escomptés malgré cette pléiade de chiffres qu'on nous avait annoncés. Ensuite, je pense qu'il y a un deuxième problème, comme je l'ai dit dans l'article. La communauté internationale est un petit peu fatiguée. On a toujours des problèmes, et d'autant plus qu'ils ont l'impression que nous pays, et par nous, nos dirigeants, ne prennent peut-être pas le problème à bras-le-corps. Donc vous interpellez également les dirigeants haïtiens à ce texte? Je interpelle beaucoup les dirigeants haïtiens. Nous sommes, finalement, c'est notre problème. C'est trop facile de rendre les autres responsables de ce que nous n'avons pas fait. Et pour le moment, non, on espère, mais on voit encore... on espère. Et quelques 45 jours après, qu'est-ce que vous sentez? On parle de la mise en place d'une commission, mais ça a traîné. On a eu déjà des commissions. Justement, l'expérience
de la CIRH, du séisme, doit nous interpeller et nous revenir en mémoire. C'est très bien qu'il y ait des commissions, mais des commissions pour faire quoi? Qu'est-ce que nous avons comme problème à long terme? Comment nous allons nous y prendre? Et je maintiens qu'il ne s'agit pas on ne va pas refaire le monde. Nous avons 36 000 plans qui ont existé. Le dernier en date, c'était pour mettre que ce pays devienne un pays émergent. Bon, c'est une certaine vision des choses, mais où il y avait des étapes, il y avait des projets qui ont été identifiés, une certaine vision, mais qu'on rentre dans un cadre et à partir de là, nous décider, OK, nous allons nous en sortir dans un certain cadre. On ne peut pas, il s'agit d'une économie, il s'agit d'un futur, il s'agit d'un pays. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire du n'importe quoi. Et le texte est très court. Quand je connais les économistes, ils peuvent écrire très long. Donc, est-ce que vous avez fait des propositions bien spécifiques que l'on s'attache au plan stratégique de développement d'Haïti qui a été mis en place après le tremblement de terre? Et vous avez choisi 2 secteurs comme priorité, l'agriculture et l'environnement. C'est bien ça? C'est bien ça. Mais c'est pas que... C'est parce que, comme j'ai dit à un moment donné, qu'il faudrait aussi regarder, à mon avis, il y a vraiment 4 secteurs qui m'ont préoccupé. Donc j'ai parlé de l'environnement, j'ai parlé de l'agriculture, mais on ne peut pas oublier la santé et l'éducation. Je crois également. Bon, la construction vient à travers ces 4 secteurs. Donc, je pense que j'ai vraiment détaillé, je me suis efforcée de regarder et de mettre pour le public l'environnement et l'agriculture. Mais j'ai aussi regardé l'éducation, bon, parce que je suis ancien prof. Commençons par l'agriculture. Il y a eu des pertes et des dommages de l'ordre de plus de 600 millions de dollars américains. Ça a été lourd. C'est lourd. C'est lourd. Alors, il ne faut pas oublier que cette zone était quand même un grenier du pays. Alors, c'est pour ça que non seulement nous devons faire attention pour essayer de remettre sur pied, mais on ne doit pas oublier les autres zones, les pauvres autres zones qui produisent. Donc là, nos dirigeants ont une responsabilité. Non seulement faire face à Mathieu dans le sud, la Grande Anse, mais aussi ne pas oublier les autres zones de production qui, dans le budget tel qu'il avait été perçu, en fait, ont été très négligées. Mais certains pourraient vous dire, définitivement, l'agriculture, qu'est-ce qu'on va faire avec? Parce que 2 ans suivis avant Mathieu, sécheresse. Et voilà Mathieu, et j'en suis sûr que vous regardez ça comme économiste, la contribution de l'agriculture dans l'économie haïtienne pendant les 3 à 4 dernières années, elle est presque négative. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce secteur? Moi, à un moment donné, il y a 4-5 ans, je pense que moi m'avait invité et j'avais dit qu'à mon avis, ce n'est plus un pays agricole. Et j'ai eu des tas de confrères haïtiens qui... Bon, donc on veut rester toujours un pays essentiellement agricole. On dit ça, mais en réalité, la contribution d'un PIB, c'est 20% à peu près. Donc c'est une chute continue. C'est une chute continue, ce n'est pas un pays agricole. Mais si on fait le choix que ce pays doit... est agricole, à ce moment-là, vous savez que c'est un choix qu'on va faire. Il y a des ressources qu'il va falloir mettre à la disposition de ce secteur. Il va falloir une autre politique publique vis-à-vis de l'agriculture. Si nous décidons que, OK, nous voulons un pays agricole. Et peut-être même des mesures protectionnistes. Je vais jusque-là. Oui. Donc, en ce sens, il faudra que nous puissions montrer réellement, vous avez fait le choix et vous allez derrière avec tout ça, que ce soit avec les ressources financières, les ressources humaines, et n'oubliez pas l'agriculture, l'environnement maintenant, la résilience qu'il faut mettre en place. C'est ça. Et pour le moment, on voit dans les plans, mais on ne voit rien de tout ça. Là, l'année dernière, nous avons eu le café qui était l'une de nos spécialités nationales. Bon, on nous dit que le café arabica est en train de perdre pied. Ne parlons pas des rizières de l'Artibonite. Il n'y a rien dans le budget d'investissement pour la vallée de l'Artibonite. Donc, si nous faisons un choix agricole, ça veut dire aussi des choix budgétaires. Put your money where your mouth is. Malheureusement, ce n'est pas le cas, on pourrait dire aujourd'hui. L'environnement, vous avez souligné également son importance. Est-ce que vous avez analysé le budget, seulement 600 millions de gourdes? Il y a 600 millions de gourdes. C'était le budget quand il a été déposé au mois d'octobre.
ou si c'était C'est un budget pour l'environnement inférieur à la présidence, un budget inférieur également à la primature. Ne parlons pas de ces trois secteurs mangeurs de gourdes. Ah. Bon, là maintenant nous avons Mathieu, le budget de l'environnement était déjà insuffisant. Mathieu nous ramène sur terre pour nous dire que il faut faire quelque chose. Donc, nous avons deux fiscalistes en position pôle dans ce pays, comme dirigeants de ce pays. Donc, si on a des maigres ressources, il n'y a pas d'autre solution que de déplacer certaines ressources vers ce qui est prioritaire. Mais je n'ai pas compris pourquoi, que ce soit du côté du gouvernement ou encore du Parlement, on n'a jamais parlé de budget rectificatif. Non, mais c'est nécessaire. Justement. Alors, c'est pour ça. Parce qu'on a eu ce cyclone exactement au début de l'exercice fiscal. Donc le budget qui était prévu ne correspond pas. Et je sais que dans les émissions que tu fais régulièrement, on dit que le budget, c'est quand même une projection de là où va un pays. Là, avec Mathieu, ce budget est obsolète. Il ne correspond pas du tout à la réalité. Donc, on tarde, mais on n'a pas le choix que nous parler d'un budget rectificatif. Les sommes qu'ils reçoivent, où est-ce que ça va? Il nous faut de la transparence maintenant. On est au 21e siècle. Donc, vous pensez que vous avez posé le problème budgétaire, mais ce n'est pas simplement faire un budget, mais ça doit faire en plus grande transparence, qu'il y ait des rapports qui soient donnés, qu'il y ait un suivi et évaluation des budgets de la République. Tout à fait. Vraiment, là, au point où on en est, avec Mathieu, il y a trois choses qui se passent. Premièrement, on a besoin de financement additionnel pour régler au jour le jour. Ça, on le voit à travers les prêts, les dons qu'on a. On a aussi un autre problème, c'est ce que je dirais la macroéconomie, c'est-à-dire notre gestion de tout s'arrête et on gère différemment. On gère mieux aussi si on a de faibles ressources. Donc, le budget étant un mécanisme de gestion, le budget doit être remanié et il faut que la société civile soit toujours présente pour dire nous avons des faibles ressources, il nous faut un budget d'austérité. Mais même s'il n'y avait pas Mathieu, je pense que le problème fiscal que vous avez posé dans votre texte, est-ce que réellement les futurs dirigeants de ce pays, on ne doit pas vraiment discuter de ce problème? Ça n'a pas été fait, c'était une occasion lors de la campagne électorale de discuter des ressources, des recettes fiscales inférieures à 15%. Et comment on dépense les maigres ressources de l'État. Ce problème n'est pas assez posé du côté de nos politiciens. Absolument pas. Bon, on ne va pas parler de la campagne, je pense que c'était une campagne, mais je ne suis pas sûr que les vrais problèmes du pays aient été posés. Et entre autres choses, on a un gaspillage de nos maigres ressources. Je pose et j'interpelle en réalité ces gens, on leur dit, mais combien coûte un parlementaire à l'État haïtien? Trop cher. Combien coûte un ministre à l'État haïtien? Il y a des chiffres. Alors, quand on nous dit qu'il y a des maigres ressources, mais même on n'encourage pas finalement, ils disent toujours que les gens refusent de payer leurs impôts, mais vous n'encouragez pas quand on voit le gaspillage qui se fait. Alors là, c'est dans ce sens-là que oui, j'interpelle nos dirigeants, présents et futurs, vous avez quelque chose à faire. On ne peut pas être en train de... On ne supporte plus de voir en fin de semaine les voitures OF, SE sur la côte des Arcadins. C'est pas normal. Et vous avez rappelé que nous avons un fiscaliste à la tête du pouvoir. On aurait pu avoir cette opportunité pour donner une nouvelle direction, je suppose. Voilà, vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télé Métropole. C'est un grand plaisir d'avoir Catherine Dossainville, de poser les problèmes macroéconomiques et de voir exactement les perspectives post-Mathieu. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gen goud nan meyon épicé ak yon canet dollar op sorti? Ah, ou konnen chérie? Dollar monte. Moi gen ti l'argent goud, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour m'pa perdi, m'a changer goud moi en dollar? Ah non tichou, pas fait ça. Comme si ou pas kon obligation BRH? Obligation BRH? Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la gen dans la ria k'ap mette plus cob dans poche nou. La remplacer cob ou ka perdi sou goud là si zo ka dollar monté dans 3 mois. Et en plus, n'a joine 7% intérêt clair par année. Tant que si vous avez 50 000 gouttes journée jodi, ou ka acheter $800 avec.
Dans 3 mois, ou a toujours qu'à acheter même $800 et puis ou a bien presque 900 goûts d'intérêt en plus. Ça dit là, 7% intérêt et puis en plus yon ti tchotcho k'ap kouvri valè goudou perdi ya. Mais oui, pour pipiti 7% par année. En plus, l'agent protégé des affaires d'eau là qu'a ple démonter. Bons amis William, fait que saute renouveler là pour 3 mois encore. Oh, malé chéri. M'bral lage comme dans obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier tête. Yo garanti, yo pas perdu valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mandez yo nan banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al nan n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, lorsque client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et 7h, le rendez-vous économique sur Télémétropole, la chaîne 52. Et cette émission est disponible sur YouTube pour chercher rendez-vous économique. Et nous faisons une discussion assez intéressante avec Mme Kathleen Dorsainville, qui a un doctorat en économie, qui regarde ce qui se passe dans l'économie haïtienne pendant la période post-Mathieu. Mais Kathleen, avant de continuer avec l'aspect technique, vous avez un doctorat en économie. Les femmes en général en Haïti ne vont pas sur ce chemin. Il y a des jeunes filles qui nous regardent, des jeunes femmes qui sont intéressées. Votre parcours, comment vous avez pu choisir ce créneau qu'est l'économie? En réalité, je suis aussi une statisticienne. D'abord, parce que j'ai un diplôme de l'ENSAE, École nationale de la statistique et l'administration économique de Paris. Et après ce diplôme, je suis venue en Haïti. Et j'ai travaillé au cabinet de Frantz Merson. Et c'est là que l'économie est vraiment devenue... On a dit que Merson a influencé beaucoup. Ah oui, non, c'était un Haïtien. Hein. Et c'est à partir de là que j'ai décidé d'aller faire mon doctorat en économie. Mais les gens oublient beaucoup que je suis mathématicienne. Donc c'est mathématicienne, statisticienne? Non, oui, mais bon, je suis là, je suis économiste, mais comme l'économie est devenue très quantitative, je me sens à l'aise. Hein, surtout dans l'école française. Hein? Oui. Vous aimez le cours en mathématiques et... Oui. Mais il ne faut pas oublier l'intuition. J'estime que, mes enfants, pour mes élèves, je leur dis il faut garder l'intuition économique. Est-ce que vous encouragez les jeunes les jeunes femmes en particulier à aller aussi loin? Oui, depuis mon retour, c'est l'une des choses qui me tient à cœur et qui n'a pas pu encore être réalisée. Quand je suis revenue, je voulais continuer dans l'enseignement parce que j'ai enseigné aux États-Unis. Mais j'ai contact. Bon, pour le moment, ça n'a pas pu encore se faire, je dois dire. Bon, vous connaissez le système. Mais oui, j'espère que... Je suis sûre que les jeunes Haïtiennes, il y en a qui... Et les jeunes Haïtiens aussi. Il faut les encourager. Oui, qui vont continuer dans... Donc les sciences et les femmes, ça marche? Tout à fait. Il n'y a pas d'incompatibilité. Il n'y a pas d'incompatibilité. On ne va pas suivre Larry Summers qui a voulu à un certain moment. Vous voyez ce qui lui est arrivé. Exactement. Perdre le poste, le président de Harvard. Oui. Ça lui a coûté cher. Il ne faut pas s'attaquer aux femmes. Tout à fait. On revient à notre sujet. Donc, on parlait de Mathieu, les impacts économiques extrêmement lourds. On a donné des chiffres, on a vu ce qui se passait. On sait que vous êtes très intéressé au monétaire. On a parlé de la fiscalité, il n'y a aucun doute. Mais on sait qu'il y a une relation entre la fiscalité et le monétaire. Vous avez dit que vous n'avez pas encore entendu les responsables de la Banque centrale dans la période post-Mathieu. Qu'est-ce que vous aimeriez entendre de la Banque centrale? Je voudrais, parce que la Banque centrale, la mission, c'est un organisme d'État, n'est-ce pas? Il nous représente, nous, au point de vue monétaire. Et l'un des buts d'une banque centrale, c'est l'économie, que ça marche, qu'ils fassent ils sont là pour appuyer le développement économique. Et nous avons Mathieu, c'est un problème majeur. Donc, quels instruments, comment vont-ils faire
pour que nous passions le cap, parce que c'est quelque chose qui va durer des années, les effets de Mathieu. Il faut bien s'en rendre compte. Et on se rappelle dans le budget qu'on avait prévu seulement 2,2% de croissance. Et c'est la première fois qu'il y a un taux de croissance prévu aussi faible. Et maintenant, rien n'a encore été fait au niveau budget, ça veut dire que ces 2,2%, il n'y a aucune possibilité de les atteindre. Non, c'est définitivement pas possible. Qu'est-ce que le monétaire peut apporter là? Bon, quelles mesures spécifiques? Premièrement, il ne faut pas oublier que avec Mathieu, il y a deux choses qui sont évidentes, qui vont se passer. Premièrement, on a, pour faire face à Mathieu, on est obligé d'importer nos réserves. Donc, nous avons un premier problème, ça monétaire, les réserves de change qui sont utilisées. Bon, comme on nous parle de dons, de prêts, etc., ça va peut-être aider, bon, on ne sait pas. Donc, si nos réserves de change, donc, limiter la possibilité de la Banque centrale d'intervenir sur le marché d'échange dollar-gourde. Donc, on peut s'attendre à ce que la gourde continue d'augmenter, de perdre de la valeur par rapport au dollar. Deuxièmement, nous avons aussi le problème, donc corrélairement à ça, potentiellement de l'inflation dans le pays. Et nous avons aussi, nous avons les déficits jumeaux, parce que budgétaire et commercial. Donc, de ces deux problèmes-là, comment la Banque centrale, qu'est-ce qu'elle nous propose? C'est pas tout d'avoir, par exemple, un déficit commercial. J'ai souligné là que c'est aussi une opportunité, à savoir qu'il nous faut reconstruire le Sud, au moins. On doit reconstruire. Donc, est-ce que, par exemple, la Banque centrale ne pourrait pas réfléchir à des mesures monétaires spécifiques pour certains secteurs, par exemple dans le secteur de la construction, qui aurait ce que j'appelle non conventionnelles, des mesures spécifiques à ce secteur. Et puis ensuite, on pourrait profiter aussi, parce que vers le modernisme, l'un des problèmes qu'on a eu avec Mathieu, c'est qu'il n'y a pas eu de transfert de risque. Les gens, ils ont eu les problèmes, ce sont eux, ça s'est écroulé. Bon, peut-être qu'on peut forcer pour les assurances. Bon, je ne suis pas sûre que ça soit la Banque centrale qui devait être responsable, mais c'est une opportunité que nous avons. Vous avez mis sur la table plusieurs points. Et je me mets d'abord à la place du gouverneur de la Banque centrale. Le taux d'inflation pour le mois d'octobre, 13%. Et en rythme mensuel, ça se rapproche de 2%. Ça se comprend parce que le choc a été violent. Ouais. Ça vous donne raison. Mais comment, comme gouverneur de la Banque centrale, être accommodant avec des taux d'inflation aussi forts? Bon, je ne suis pas sûr. De toute façon, les résultats pour le moment, l'instrument monétaire qu'utilise la Banque centrale, et ça a été mon dada pendant longtemps, à savoir que le taux d'intérêt avec les bons, je pense que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si on regarde les chiffres sur le crédit, on dirait que c'est une économie qui est ça ne marche pas, ça ne fait pas avancer. Je pense que j'ai une étude là qui va bientôt sortir, à savoir que l'impact quand le taux d'intérêt change, l'impact sur l'économie à long terme, c'est vraiment minimal, 1,2%. Donc, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il nous faut, en tant que les monétaristes, les responsables du secteur économique de la Banque centrale, réfléchir à d'autres types de mesures. Là, on est obligé de prendre des risques. On va faire autre chose différemment si on accepte que ce qu'on a fait jusqu'ici n'a pas fonctionné. Mais vous ne croyez pas qu'en mettant beaucoup plus d'argent, après Mathieu, qu'il y ait encore des flambées beaucoup plus fortes? On va avoir des flambées inflationnistes. Mais jusqu'où on peut aller? Jusqu'où on peut aller? Voilà la question. Mais dépendant de comment on organise ces rentrées, ce développement, la sauvegarde du Sud, on va peut-être pouvoir gérer un peu d'inflation pendant un certain temps, sachant qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. On est obligé de se mettre ensemble, de réfléchir, think tank. Vous êtes donc pour une politique accommodante, bien que les contextes soient différents dans les pays comme les États-Unis et européens par rapport à ce que nous avons ici. Parce qu'on parle d'inflation ici et on parle de déflation dans ces pays.
Oui, tout à fait. On ne peut pas émettre les modèles étrangers, venir les appliquer en Haïti, tel quel. Ce n'est pas possible. Premièrement, nous avons le contexte. Parce que dans le cas, par exemple, de cette banque centrale, dans les pays étrangers, une banque centrale, c'est un organisme indépendant qui est là, utilisant les moyens monétaires pour aider l'économie à progresser. Est-ce qu'on peut dire que la Banque centrale haïtienne est complètement indépendante d'influence politique? Première question. Donc, juste pour dire que les modèles ne s'appliquent pas, je maintiens que dans le cas qui nous intéresse, Mathieu étant si important, et on sort il y a 5 ans d'un séisme, autre choc important, il nous faut, la Banque centrale doit, je ne dirais pas se réveiller, mais il faut que la Banque centrale prenne les problèmes elle-même à bras le corps. Et ce qu'elle a fait jusqu'ici, je l'ai dit souvent, les outils qu'elle a utilisés, par exemple, pour diminuer la dollarisation, ça n'a pas marché. Donc, il nous faut arriver avec des solutions originales, différentes. Et on peut voir les expériences des autres pays. On ne peut pas les plaquer, mais on peut utiliser ces expériences dans un cadre haïtien. Comme ce texte, ça vous a inspiré dans la mesure où on pensait à ce qui se passait après le séisme. Oui. Maintenant, après le séisme, nous avons une masse de dollars assez importante en aide internationale. Mais aujourd'hui, nous n'avons entendu que les 23 millions de dollars américains de l'assurance régionale, les 41 millions de dollars américains décaissés par le Fonds monétaire international dans l'aspect de la balance des paiements, avec des conditionnalités un petit peu pas trop claires. Mais comment ils vont pouvoir disposer de réserves assez importantes? Bon, premièrement, il y a une chose qu'il faut bien comprendre. C'est qu'on nous parle de l'aide internationale, on a vu l'expérience après le séisme, et je vous réfère aussi à un article que j'ai publié, qui a été publié, c'était avant le séisme, sur l'impact de l'aide sur l'économie haïtienne. C'est négligeable. On parle de 0,2%. Hein. C'est pas beaucoup. Sur la croissance, sur le PIB, GDP. Bon, c'est pas ça qui va développer le pays. Et il y a plein d'articles théoriques qui peuvent nous le dire. C'est pas ça qui va développer le pays. Justement, après le séisme, comme j'ai insisté dans le texte, c'est que les gens, maintenant, on a eu d'autres problèmes, et puis les pays étrangers ont leurs propres problèmes aussi, donc les gens ne sont pas aussi prêts à donner comme ils l'ont fait pour le séisme. Donc on souffre de pénurie de réserves d'aide étrangère. Haïti doit se tourner sur elle-même. On doit commencer par se dire, on est en période d'austérité. Je crois que c'est un premier terme, première chose à faire. On est en période d'austérité, donc il nous faut gérer de manière efficiente nos ressources. On a des réallocations à faire, des choix difficiles, ça va être des choix difficiles et douloureux, mais il faut qu'on s'y mette. Dans l'environnement, il y a par exemple, c'est l'un des secteurs où il va falloir faire des choix. On va y revenir, mais on doit se rappeler qu'après le tremblement de terre, la masse de dollars qui est arrivée sur le marché d'échange avait quand même permis une certaine stabilité du taux de change. Oui. On n'a pas ces dollars aujourd'hui. On ne les a pas encore, on ne sait pas. Bon, ils nous parlent, mais on n'aura pas ça. On n'aura pas ça. Ce ne sera pas la manne qu'on avait eue. Vous voyez, c'est tout à fait différent. Donc, comment voyez-vous ça? Parce que là, vous avez un taux de change, $1,67. Donc, comment on va pouvoir mettre de l'argent dans l'économie et que cet argent n'aille pas vers la consommation exclusivement, qu'on puisse, le secteur construction, infrastructure, la relance économique. C'est une situation assez difficile, surtout qu'il va y avoir un nouveau gouvernement. Premièrement, et je maintiens, on a 2 économistes fiscalistes à la tête de ce pays. Donc, ce que nous disons là, ça leur est très familier. Le Grand d'Argentier est un économiste, le premier personnage est un fiscaliste. Donc, on ne dit rien. Il n'y a rien à faire, on doit
se le dire, c'est une évidence, il va falloir faire des choix. Parce qu'on n'a pas, c'est vraiment maintenant, ils nous parlaient des méga ressources, on n'a pas beaucoup d'aide étrangère. Et l'aide étrangère, le Fonds monétaire a signé la semaine dernière un accord de prêt, mais ça arrive avec des conditionnalités. Alors, donc, il est temps. Et les conditionnalités, si on lit bien, ils sont en train de nous dire qu'il va falloir gérer à moyen terme, il y a d'autres conditions, gérer le moyen terme. Alors, moi, je dis d'abord, il faut de la transparence. Il faut qu'on sache exactement où est-ce qu'on va s'embarquer. Et il ne faut pas que l'on oublie que on va devoir faire des choix difficiles pour cette fin d'année. Les chiffres sont là. 122 milliards de gouttes de budget, bien qu'on dise qu'il faudra peut-être modifier, rectifier ce budget. Peut-être 75-77 milliards de gouttes de recettes. Et il paraît que les premiers mois n'ont pas été trop intéressants à cause du choc qu'on a subi. On parle de 30 milliards de gouttes au niveau de dons. Et on sait bien que le financement du budget, à cause de la baisse du prix du baril de pétrole, c'est moins de 10 milliards de gouttes, pour ne pas dire 5 milliards de gouttes. Donc, au niveau des ressources, on ne peut pas augmenter considérablement. Est-ce que vous regardez surtout les dépenses? Les dépenses. Je pense que les dépenses vont devoir être scrutées à la loupe. Il y a des et c'est dans ce cadre-là que je dis, mais qu'est-ce qu'on dépense exactement pour certains de nos fonctionnaires là? Un parlementaire nous coûte quoi? Pour faire quoi? Les problèmes doivent être posés. Et on ne peut pas. C'est fini. Les flottes de voitures que l'on voit, c'est plus possible. Parce que nous avons des maigres ressources. Je ne veux pas avoir l'air de quelqu'un qui a l'air, mais je pense que le problème est sérieux. Donc les dépenses, il faut réellement que les dépenses courantes en particulier, ce qu'on réalise comme subvention, qu'il y ait des choix, que ce soit l'EDH, vous connaissez le problème de l'EDH, l'électricité, subvention des produits pétroliers, donc réellement, M. Privé pourrait vous dire, bon, c'est plus mon problème parce que dans 2 mois, je ne suis plus là. Donc comment vous voyez un nouveau gouvernement arriver avec cet héritage assez lourd, l'on pourrait dire? Bon, premièrement, je pense que 2 mois, c'est beaucoup et c'est peu. Donc, dans ce sens-là, le gouvernement qui est en place a aussi sa responsabilité. Et ce serait bien que le gouvernement qui va arriver, que les deux se mettent ensemble pour une espèce de transition, comme on le voit par exemple aux États-Unis, pour décider ensemble ce qui va être là où on va couper dans les dépenses. Il y a certaines choses qui nous sautent aux yeux, mais ce n'est peut-être pas ça les plus importants. Le budget haïtien, d'ailleurs, est plein de contours et de détours. Pour nous qui regardons ça... Vous avez analysé ça? Vous avez épluché ça pour... En général, oui, je regarde le budget en détail. Et c'est vrai qu'il y a des choses des choses surprenantes. Mais bon, donc il faut qu'on réalise d'abord qu'on est en face d'une situation sérieuse et puis qu'on fasse les bons choix douloureux. Donc Mathieu devrait forcer les Haïtiens, tous les niveaux, gouvernants, gouvernés, société civile, à regarder avec minutie les choix que nous allons faire pour les 5, 10, 15 prochaines années. C'est exactement ça. Et d'autant plus qu'on ne peut plus, il faut bien se rendre compte que la société civile, finalement, elle a beaucoup contribué, elle contribue beaucoup. En fait, on est une société un peu appauvrie, toutes classes sociales confondues. Donc on ne peut pas aller ça ne peut pas être du côté recettes. On doit bien faire attention, on ne peut pas. Voilà l'une des raisons, on ne peut pas. Mais du côté... Donc vous n'êtes pas pour la pression fiscale? La pression fiscale telle qu'elle est sur le peu de gens qui paient, c'est important que les autres qui ne paient pas. Mais c'est un double problème. Il y a des gens qui ne paient pas en réalité parce qu'ils vous disent qu'ils ne sont pas sûrs de ce qu'on fait de leur argent. Il y a un problème de crédibilité aussi. Donc c'est une société où on doit... le problème n'est pas seulement économique. On a aussi... chacun d'entre nous, en fait, quelque part, on doit se rendre plus crédible en tant que les gouvernants doivent nous prouver que, OK, vous utilisez ma goutte que je donne à l'impôt, c'est bien utilisé. Ce n'est pas utilisé à des fins... non. On revient encore à la transparence. Hein? À la transparence. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la 3e et la dernière partie de l'émission.
Oh, chérie, ou trompé canet? Et pour gen goud nan men et puis c'est à qui on canet dollar op sorti? Ah, ou konnen chéri, dollar monte. Moi gen ti l'argent goud, moi pas besoin tout de suite. Alors, pour m'pa perdre, m'a changer goud moi en dollar? Ah non Tichou, pas fait ça. Comme si ou pas qu'on obligation BRH. Obligation BRH. Ça lié. Obligation BRH là, c'est un nouveau produit la gen dans la ria qui mette plus cob dans poche nous. La remplacer cob ou ka perdi sous goud là si au cas dollar monter dans 3 mois et en plus n'a joindre 7% intérêt clé par année. Tant que si vous avez 50 000 gouttes journée jodi ou ka acheter $800 avec. Dans 3 mois, ou a toujours ka acheter même $800 et puis ou a bien presque 900 gouttes d'intérêt en plus. Ça dit là, 7% intérêt et puis en plus si tu as couvrir valet goud ou perdi a. Mais oui, pour pipiti 7% par année. En plus, l'agent protégé des affaires d'eau là qu'a ple démonter. Bons amis William, fait que sauter renouveler là pour 3 mois encore. Oh, malé chéri. M'bral laguer comme dans obligation BRH là. Obligation BRH, c'est tant coup papier tête. Yo garanti, yo pas pedi valet. Yo protégé aussi au cas de la ta montée. Mande yo nan banque Paola, dans coopérative Paola ou bien al nan n'importe institution qui partenaire avec BRH dans programme ça. Les campés bas côté, la défense intérêt, la fais affaire au marché, toujours gens ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans man, leurs ses clients Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez bien le magazine économique sur Radio Métropole, chaque dimanche à 3h, et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous parlons d'économie, la période post-match, qu'est-ce qu'il faudra faire, les grands défis de ce pays, comment on va relancer l'économie haïtienne, un prochain gouvernement l'année prochaine dans ce pays, comment on va faire face à ces défis. Pour discuter avec nous de tout ça, nous avons Mme Kathleen Dorsainville. Kathleen, on a parlé de la situation monétaire, de la situation fiscale, on voit que c'est des défis énormes, mais il n'y a pas que l'aspect macro. Il faut que l'on puisse réellement aller vers la microéconomie. Il faudra qu'il y ait des filières, vous en avez parlé dans votre texte. Il faudra qu'on puisse lier également les PME aux grandes entreprises. Comment balancer tout ça? C'est sûr. Mais Mathieu, en fait, donne une occasion, au moins dans un secteur. J'ai parlé de la construction, qui est l'une des choses évidentes. Il y a aussi... Comment la construction dans la reprise, particulièrement dans le Grand Sud? Bon, à mon avis, il faudrait que certaines firmes haïtiennes, n'est-ce pas, qui vont se mettre à reconstruire, elles pourraient se regrouper Je pense qu'on a trop entendu que nos firmes de construction n'étaient pas compétitives. Donc il y a un marché pour le secteur de la construction. Il y a un marché qui est évident pour le secteur de la construction qu'il va falloir encadrer. Et vous me demandiez la Banque centrale, par exemple, est-ce que la Banque centrale ne pourrait pas, est-ce qu'elle a assez d'autorité par rapport au crédit, aux banques commerciales, pour aider, suggérer, je ne veux pas dire forcer, mais inciter, ce serait le terme, inciter ces banques commerciales à fournir des prêts à des taux avantageux à ces firmes qui vont se regrouper. Ensuite, pour des projets. Dans le domaine de l'agriculture aussi, c'est la même chose, des filières. Mais là, bon, on a quand même un problème qu'il nous faudrait une banque de développement. On n'a pas ça, on n'a pas le temps. Est-ce que les caisses populaires, par exemple, pourraient jouer le rôle? Quand je dis, c'est pour ça que je parle de... La Banque centrale doit être innovative, là, maintenant. Il faut d'autres réflexions que ce qu'on a fait jusqu'ici. Alors, pour les non-initiés, il doit savoir que la Banque centrale n'octroie pas un crédit directement à un entrepreneur, à un individu. Donc, comme vous avez bien dit, ça doit passer par les banques commerciales. Ils pourraient mettre des mécanismes de garantie pour encourager tout ça. Mais la leçon à tirer, c'est que cette zone, à savoir le Grand Sud, sur chaque 10 cyclones qui passent au niveau du pays, au moins 7. Donc c'est exactement l'espace
favoris, on pourrait dire, des cyclones. Mais on parle de construction. Vous avez parlé d'assurance également. Oui. Est-ce qu'il faut faire une réflexion comment construire, de la même façon qu'on parle de construction dans la zone sismique, mais dans la zone cyclonique? Tout à fait. Je pense que la Floride avait fait toute une réflexion après Andrews. Est-ce qu'il ne faudrait pas que les architectes, les ingénieurs... Et d'ailleurs, je n'ai pas vu nulle part les conditionnalités du Fonds monétaire. Je ne serais pas étonné parce que leur réflexion, les dernières années, ils ont des réflexions natural disaster, etc. Et dans leur réflexion, il y a beaucoup de ça, à savoir que les zones sismiques où on a des désastres naturels, comment il faut encadrer, de quelle manière il faut octroyer ces crédits de manière à s'assurer une certaine garantie que chaque fois on ne va pas de nouveau avoir parce qu'il y a des leçons à tirer quand même. Il y a des leçons à tirer importantes. Le vent violent, on a vu très souvent, ça apporte la toiture. Est-ce que même au niveau de l'assurance, pour parler d'innovation, est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à faire comprendre aux gens, mais vous devez vous assurer également. Ça devrait être obligatoire, oui. Dans le sens que dans les reconstructions, si les gens recommencent à reconstruire, pour la zone sud, il faudrait une politique obligatoire d'assurance. Mais ça veut dire aussi, en amont, il nous faut un organisme de régulation de l'assurance en Haïti, chose qu'on n'a pas encore. Mais les deux, je pense, oui, les deux doivent être... Il y a un projet de loi qui traîne jusqu'à présent au niveau de nos bien-aimés parlementaires. Hein? Oui, c'est ça. Il faut qu'ils travaillent en quelque sorte pour avoir le cadre légal et tout cela. Tout ça. Parce que quand on parle d'assurance, on voit l'aspect, je pourrais dire, des désastres naturels, on voit les maisons, mais l'agriculture également. L'agriculture. On en parlait tantôt. L'agriculture, c'est peut-être, là aussi, ce serait autre chose parce que c'est plutôt subvention. Bon, est-ce que l'État va... Je ne sais pas à quel point sont les réflexions, moi je ne suis pas sûr. Est-ce que c'est l'État qui va subventionner? Quel type d'assurance on devrait avoir? Bon, à un moment donné, je pense qu'avec... il y a quelques années, j'avais fait une réflexion sur les produits stratégiques. Est-ce que c'est ça qu'on ne devrait pas rentrer dans ce genre de choses? Les produits stratégiques, par exemple, si on avait des stocks de réserve et qu'on pourrait, à un moment... Il y a toute une réflexion là, à faire avant de se décider. Et même renforcer la culture financière. Et... on a eu Hazel, bon, je suis du Sud, je connais Cléo, toute une série de cyclones. À chaque fois, on se plaint, on a perdu des têtes de bétail. Mais est-ce que là encore, demander à un paysan, si on peut l'appeler ainsi, de conserver son épargne à partir d'un animal, est-ce qu'il ne faudrait pas commencer à changer tout cela également? C'est une opportunité. Ouais. C'est une opportunité que nous avons pour que l'agriculture sorte du Moyen-Âge. Maintenant, oui, c'est aux agronomes, au ministère, entre autres, ministère de l'Agriculture, à nos cadres de ce ministère, à nous amener quelque chose d'autre. Yeah, il y a dans le plan, je dois dire, le plan stratégique de développement, il y a, sur la partie agriculture, il y a des éléments. Bon, maintenant, un plan, c'est fait pour être changé aussi. Donc, je pense, oui, c'est une réflexion. Il y a la diversification du risque également. Parce que ce n'est pas simplement pour ceux qui sont nantis de savoir, qui sont très avancés, mais un paysan qui a pu quand même faire un effort et il utilise très souvent soit un bœuf, soit un porc pour envoyer son enfant à l'école. Mais est-ce qu'on ne peut pas évoluer? Bon, il faut bien se rendre compte que, bon, moi je le vois dans l'Artibonite, nous sommes de l'Artibonite, la notion monétaire, ce n'est pas quelque chose qui est complètement familière aux paysans. Et je ne vois pas pourquoi ça serait différent dans le Sud. Donc nous avons toute une éducation économique ou éducation d'échange à faire qui n'est pas encore là. Il y a le dernier livre de Jean Tirole qui a remporté le prix Nobel d'économie l'année dernière, l'économie du bien commun. Et il en parle de la nécessité que la population puisse être mieux formée, informée sur le plan économique et sur le plan financier, car ça fait la force d'une nation. Parce que regardez ce qui se passe lorsque vous dites que le paysan n'a pas la notion du monétaire. Et qu'il doit avoir le tangible. Très important, et je pense que là, c'est l'une des choses, il faut dire que Kistner Farrell, avec ses différentes émissions,
a très bien fait. Hein. Je Non, pense parce que là, vraiment, le fait de l'inclusion financière, l'éducation financière. Vous avez vraiment essayé de faire ça, cette éducation financière. Bon, mais c'est un travail de longue haleine. Je pense que dans la paysannerie, je ne suis pas sûre que ça soit, qu'on ait vraiment touché, ou qu'on ait, de quoi on doit parler pour les toucher. Le partage de la connaissance, du savoir. Du savoir et comment le faire. Yep. On voit bien que par contre, on voit que les moyens de télécommunication, le téléphone, c'est passé dans les... Mais cet aspect... On parle de 7 millions d'Haïtiens avec un téléphone cellulaire. Donc, alors, c'est pas avoir le gadget, simplement comment l'utiliser. Comment l'utiliser, et ils arrivent. Mais la notion des échanges, c'est très difficile, c'est pas encore passé complètement. Ça, je suis sûr. J'aimerais terminer, et pas simplement sur le monétaire et le fiscal qu'on a parlé, mais comment vous voyez le secteur de la production, le secteur de l'offre? Parce que ce soit au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de l'industrie ou encore des services, on a des problèmes, que ce soit au niveau de la main-d'œuvre qualifiée, et les équipements, les investissements qui sont faibles, et la technologie, le savoir. Quels sont les grands défis du prochain gouvernement pour les 5 prochaines à 10 prochaines années? Bon, le prochain gouvernement a beaucoup de défis, mais essentiellement, il nous faut une certaine, je pense, stabilité politique. C'est une première étape. Et aussi crédibilité. En réalité, beaucoup de nos problèmes nous viennent du fait que dans les échanges qui sont faits, les gens ne sont pas... les gens ne sont pas persuadés. Donc, il faudrait que nos dirigeants nous apparaissent crédibles pour ce qu'ils font. Est-ce que le faible taux de participation au niveau des élections, c'est un signal pour vous? C'est un signal, tout à fait, que en réalité, les gens, ils attendent pour voir. Mais en même temps aussi, je pense que ça doit aller des deux côtés. Il nous faut il y a cette notion de refondation dont on a beaucoup parlé. Quelque part, oui, dans les échanges à tout niveau. Quand on voit, par exemple, je pensais à ça, la question du salaire minimum. Bon, je me suis impliquée beaucoup. C'est un gros problème. Mais bon, c'est le grand problème d'inégalité dont on souffre pour le moment. Comment partager mieux la richesse? Mais d'un autre côté, il s'agit de partager mieux la richesse. Il ne s'agit pas de démunir la personne qui est riche. Hein. C'est pas ça. C'est une personne qui travaille. Mais oui, c'est une société qui... on parlait de production et de productivité. Le salaire est lié à la productivité également. D'où l'importance de l'éducation. Le salaire est lié à la productivité, l'éducation. Et là, l'éducation, c'est un gros problème. Nous avons toutes sortes de niveaux d'éducation. Bon, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup. Donc, les secteurs sociaux, éducation, santé. Ensuite, les secteurs économiques. Vous avez parlé de fiscalité monétaire et tous les concepts de compétitivité, la gouvernance, la transparence. Donc, c'est des chantiers importants qu'un gouvernement seul ne peut pas résoudre. Non, ça c'est sûr. Un gouvernement en 5 ans ne peut pas les résoudre, ça c'est sûr. Mais aussi, ce n'est pas seulement le problème d'un gouvernement, c'est un problème de société. C'est un problème de société. Donc, en ce sens, il faudrait qu'il y ait des signaux qui soient donnés après le passage de ce pouvoir, des signaux clairs, ensuite consensus, parce qu'on revient quand même d'une longue campagne électorale qui a laissé des traces. Oui. Il y a des déchirures. Oui. Et vous avez parlé de stabilité politique. On sait que l'économie vient après. La stabilité politique est très importante pour point de tout développement économique. Donc il faudrait qu'il y ait une politique de main tendue, je pense. Donc tout ce que vous avez dit dans votre texte, il faudra d'abord que nous ayons réellement une volonté politique qui est un consensus, qu'il y ait un changement de paradigme. Oui. Un dernier mot? Bon, j'espère qu'on va y arriver, que les dirigeants actuels vont pouvoir tendre la main aux dirigeants qui vont sortir des urnes pour le bien-être du pays, pour qu'on puisse vivre en paix dans un pays que nous aimons tous et puis voir le progrès, laisser quelque chose de positif pour nos enfants. Vous êtes optimiste? Oui, je suis. Merci Kathleen Dorsenville, ça a été un plaisir de vous avoir pour partager avec nous
Les perspectives et les difficultés, bien sûr, qu'est-ce qu'après post-mature, elle a déposé un texte au niveau des nouvelles listes et nous avons bien voulu discuter avec elle. Merci, à la semaine prochaine.